Très bien, on va continuer dans la partie 3 sur les protéines plasmatiques. On est resté sur les différentes fractions des protéines plasmatiques séparées par électrophorèse. Ici, on a un cas concret, on a un cas vraiment concret d'un malade et qui a une gammapathie monoclonale, ça veut dire l'augmentation de la fraction gamma, l'augmentation de la fraction gamma. C'est une gammapathie monoclonale, c'est une augmentation en quantité. Si on vient ici où on trouve les différentes fractions qu'on a vues, il y a l'albumine et les gamma-globulines, alpha 1, gamma-globulines, les globulines, alpha 1 globulines, alpha 2 globulines, bêta-globulines et gamma-globulines. Vous voyez que les gamma-globulines, il y a une concentration de 29,4 grammes par litre. Les valeurs de référence, c'est entre 8 et 14. Vous voyez que c'est énorme, énorme. C'est presque le double. Il y a une augmentation importante des gamma-globulines. Voilà ça, toutes ces interprétations. Donc l'augmentation de la fraction gamma, le syndrome inflammatoire, comment on peut l'interpréter sur une électrophorèse, l'insuffisance hépatique, le syndrome néphrotique, les déficits immunitaires, comment on peut les voir. Et les détecter à partir d'une électrophorèse des protéines plasmatiques et une immunoglobuline monoclonale. Peut-être c'est le cas de ce patient. Il faut faire une immunofixation pour juger est-ce que c'est une immunoglobuline monoclonale. Voilà, et quel type, il faut la typer. Est-ce que c'est EGG, EGM et ainsi de suite. Ça, on va le voir dans l'électrophorèse des protéines plasmatiques dans les travaux dirigés. Très bien. Maintenant, on passe aux principales protéines plasmatiques. Donc, quelles sont les principales protéines plasmatiques? On va commencer par la protéine qui va migrer le plus loin possible du point de dépôt, comme on l'a vu sur l'électrophorèse. C'est la préalbumine. C'est avant albumine qui va migrer juste avant l'albumine. Très bien. Et la préalbumine, ce complexe il appartient en fraction mineure inférieure à 1% des protéines. C'est pour cela on ne le voit pas sur l'électrophorèse en général qu'on donne aux patients. C'est une fraction mineure, il est inférieur à 1%. Il est la plus anodique, c'est-à-dire c'est elle qui va migrer le plus loin possible vers l'anode qui est chargée positivement. Donc c'est la protéine qui va migrer le plus loin possible. Et il va migrer le plus vite et le plus loin possible. C'est une holoprotéine qui ne comporte que des acides aminés. Il n'y a pas une partie qui n'est pas protéinique. Et puis il est très riche en tryptophane. Il a une petite taille de 55 kg d'Altan. Il a une synthèse qui est hépatique. Sa demi-vie, elle est inférieure à 12 heures. La préalbumine, elle a un rôle dans le transport. En général, il va fixer fixation et transport des hormones thyroïdiennes T3 plus que T4, et on l'appelle aussi la thyroxine binding préalbumine ou la transthéritine. On l'appelle aussi la transthéritine ou la thyroxine binding préalbumine ou la préalbumine qui va fixer la thyroxine en français. Voilà, ou la transthéritine aussi. Il va se fixer au retinol binding protéine. Donc la préalbumine, la retinol binding préalbumine se combine, la retinol binding protéine se combine à la préalbumine, ce qui complexe et assure la fixation et le transport plasmatique de la vitamine A, rappelez-vous de la vitamine A, le cours de biochimie structurale, le rétinol. Donc le complexe préalbumine retinol binding protéine se dissocie en deux composantes. Le rétinol est capté par les cellules cibles. Voilà, donc c'est une protéine de transport. Donc le dosage se fait par immunonéphilométrie, c'est la technique qu'on a vue. En général, les valeurs de référence entre 100 à 400 mg par litre, et sa valeur elle est 2 fois plus faible chez l'enfant. La préalbumine est un marqueur de dénutrition, et c'est un marqueur vraiment très important, et c'est un marqueur spécifique
de dénutrition. Puis, la préalbumine va être diminuée au cours des états inflammatoires aigus, dans les néoplasies et les cancers en général, dans les hépatopathies atteintes rénales et digestives. Puis elle sera augmentée, cette fraction sera augmentée dans la maladie de Hodgkin et les traitements hormonaux par corticostéroïdes, androgènes, anabolisants, estroprogestatifs et ainsi de suite. Voilà, c'est un malade qui est dénutri, hein, il a une malnutrition, voilà, il y a une dénutrition qui est importante, on voit vraiment l'état qu'il est cachexique. On passe à l'albumine. L'albumine, c'est la protéine la plus importante, comme vous avez vu en électrophorèse. C'est la bande qui est la plus foncée, et quand on a mesuré, c'est vraiment la quantité la plus importante. Il représente en pourcentage entre 55 à 60% de l'ensemble des protéines plasmatiques. C'est le constituant majeur des protéines circulantes. Voilà, c'est le constituant majeur. C'est à peu près 60% des protéines circulantes, c'est l'albumine. Albumine vient de albus et c'est white, ça veut dire blanc. Son poids moléculaire, il est de 69 daltons. C'est une molécule relativement stable contenant 564 acides aminés. Voilà. Il est réparti sur une seule chaîne peptidique. Donc la fonction thiol, c'est la fonction SH, rappelez-vous de la biochimie structurale, libre d'une cystéine lui confère voilà, une réactivité particulière. Donc l'albumine, c'est une protéine de transport. Aussi, elle a un rôle aussi important, c'est le principal agent de la pression oncotique. Parce que c'est la pression oncotique, c'est la pression osmotique due à la présence des protéines. C'est vraiment cette pression qui va retenir l'eau à l'intérieur des vaisseaux. C'est la pression des protéines, c'est la pression osmotique des protéines, et c'est la pression osmotique due à la présence des protéines. Donc la pression osmotique est un déterminant important de la distribution des liquides entre le milieu intra et extracellulaire. Comme on voit ici, plus il y a une augmentation de la pression oncotique, plus il y a une diminution de la pression diminution de la pression hydrostatique, et il y a une entrée d'eau à partir du milieu interstitiel. Dans le cas contraire, quand on a une pression oncotique qui est faible, on a une pression hydrostatique qui est élevée, il y a sortie de l'eau vers le milieu interstitiel, et c'est en général ce qui donne des œdèmes. Voilà, ce qui donne des œdèmes dans le cas où on a une pression oncotique faible, dans le cadre par exemple d'une hypoalbuminémie. Voilà, on aura une pression hydrostatique élevée, une pression oncotique faible, et il y a une sortie, voilà, des liquides vers les milieux interstitiels, vers le compartiment interstitiel. Voilà, et on aura une œdème, des œdèmes, voilà, comme vous le voyez ici, une sortie d'eau dans le milieu interstitiel. Voilà, chez les sérotiques, un patient sérotique, on a un énorme œdème. Voilà, donc c'est la sortie de l'eau du milieu vers le milieu interstitiel. Donc, et là, le premier rôle, il joue un rôle dans la pression oncotique, voilà, et dans le mouvement de l'eau. Donc, il joue un rôle très important de transport. C'est vraiment le transporteur, un transporteur par excellence au niveau de notre organisme. Il transporte de la bilirubine, d'acide gras, les médicaments, les hormones, et ainsi de suite.
Donc les valeurs de référence, c'est entre 40 à 50 grammes par litre, c'est énorme, c'est vraiment 60% des protéines plasmatiques. L'albuminémie est utilisée aussi comme un marqueur de la fonction hépatique, surtout un marqueur de la fonction de synthèse hépatique, d'accord, en raison de sa demi-vie entre 14 et 20 jours. Alors, quelles sont les causes d'hypoalbuminémie? Voilà, une diminution de la synthèse par une malnutrition, malabsorption, des pathologies hépatiques, ou une augmentation du volume de distribution, donc une hyperhydratation, une augmentation de la perméabilité capillaire, ou une augmentation de l'excrétion et de la dégradation, un syndrome néphrotique, une entéropathie oxydative, des brûlures, des hémorragies, des états hypercataboliques, sepsis sévère, fièvre, trauma, pathologie maligne, et ainsi de suite. Les glycoprotéines ou les protéines de transport. Donc en dehors de l'albumine, qui est vraiment une protéine de transport par excellence, on a de nombreuses protéines dans le plasma qui ont ce rôle de transport, exemple la transférine, la céréoplasmine et la transcortine. Voilà, on commence par la transférine. La transférine, c'est la transférine ou la sidérophiline. Il va transporter le fer sérique est transporté par cette globuline. Normalement, ça tire tiers de ses possibilités. Comme vous savez, le fer, il est toxique. Et il doit être transporté vers le lieu de stockage ou de synthèse. Et ce rôle, il va être joué par cette molécule qu'on appelle la transférine, transport du fer, transférine ou la sidérophiline. Donc les valeurs de référence sont de 1,5 à 3 grammes par litre. En général, en raison de sa taille, poids moléculaire de 90 000 Daltons, la sidérophiline apparaît rapidement dans l'urine et rapidement après l'albumine dans les syndromes néphrotiques expliquant l'anémie hypocrame, voilà, qui est observée dans ce cas. Donc, au cours d'un syndrome néphrotique, on aura une baisse de la transférine par sa sortie au niveau urinaire et ce qui va donner une anémie hypocrame, ça veut dire une anémie par carence martiale parce qu'on n'a pas de transporteur. Donc c'est quoi un syndrome néphrotique? Syndrome néphrotique, c'est une définition qui reste biologique, biologique, c'est une définition biologique. C'est en général présent des protéines dans les urines, on appelle une protéinurie qui est supérieure à 3 grammes par jour. Une hypoalbuminémie, ça veut dire une baisse du taux d'albumine qui est inférieure à 30 grammes par litre et on trouve en général chez les patients d'ésodème. Et une hypoprotidémie qui est inférieure à 60 grammes par litre. Donc la définition d'un syndrome néphrotique, c'est une protéinurie une protéine dans les urines qui est supérieure à 3 grammes par jour, une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre, et une hypoprotidémie qui est inférieure à 60 grammes par litre. Il faut connaître par cœur cette définition du syndrome néphrotique, c'est une définition qui est biologique. C'est quoi un syndrome néphrotique? C'est ça. Voilà. Protéinurie supérieure à 30 grammes par jour, hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre et hypoprotidémie inférieure à 60 grammes par litre. Alors, les protéines de transport, on est toujours dans la transférine. La transférine, il a un autre rôle. Il est également diminué dans l'intoxication éthylique chronique, où l'on trouve, voilà, dans l'intoxication éthylique chronique, c'est une augmentation des gamma-glutamyl transférases, c'est des enzymes qu'on va voir. Et une augmentation des volumes globulaires moyens, vous avez vu ça en hématologie, et des IgA, des immunoglobulines du type A, et diminution par contre de l'albumine et de la transférine. Donc, c'est vraiment un marqueur de l'intoxication éthylique chronique. Il y a un autre marqueur qui dérive de la transférine qu'on appelle
la transférine déficiente en acide sialique, qu'on appelle carbohydrate deficient transférine ou CDT. Carbohydrate deficient transférine ou CDT. Donc l'élévation de la transférine déficiente en acide sialique, CDT, semble être actuellement le meilleur marqueur de l'alcoolisme chronique et c'est vraiment un marqueur très sensible et qu'on dose de plus en plus dans ce cadre. C'est le meilleur, la CDT, c'est le meilleur marqueur de l'alcoolisme chronique. Voilà, il a une demi-vie, la transférine entre 8 et 9 jours, meilleur pour les variations du statut protéique. On passe à la troisième protéine de transport, qui transporte en général le cuivre, qui est la cérélioplasmine. La cérélioplasmine qui est très riche en cuivre, ce qui lui donne et sa couleur bleue et son nom. C'est une alpha-2-glycoprotéine et en fait c'est une oxydase dans laquelle le cuivre est un cofacteur. La cérélioplasmine elle augmente au cours des états inflammatoires de la grossesse, des traitements estrogéniques. Pour la cérélioplasmine toujours, elle a une valeur basse dans la maladie de Wilson. La maladie de Wilson où le taux de la cérélioplasmine sera très diminué. Voilà, il explique que le cuivre plasmatique soit fixé de manière labile sur l'albumine parce que c'est pas spécifique et qu'il pourra quitter pour aller se déposer dans les noyaux gris ou le foie ou dans la cornée qui va se déposer dans la cornée, ce qui va donner voilà un trait qui est caractéristique, ce qu'on appelle l'anneau cornéen de Kayser-Fleischer. Je vais vous le montrer après. Donc la maladie de Wilson, c'est une maladie rare, autosomique récessive. Elle n'est pas dominante. Elle a une transmission autosomale récessive. C'est une anomalie du métabolisme du cuivre touchant principalement le foie, le système nerveux central, les reins, l'œil et ainsi de suite. Le diagnostic clinique, c'est en général les manifestations hépatiques voilà, dues au dépôt du cuivre au niveau du foie, sous forme d'un tableau d'hépatite chronique active, pouvant évoluer vers une cirrhose ou toute autre complication chez un patient jeune. Des manifestations neurologiques, des manifestations oculaires qui restent pathognomoniques. C'est un anneau cornéen très joli, l'anneau cornéen de Kayser-Fleischer que vous voyez là. Voilà. Elle est très vraiment, si vous trouvez ça, pensez à ces pathognomoniques à la maladie de Wilson. Donc c'est une maladie rare de transmission autosomale récessive. La transmission est autosomale récessive. Il a une manifestation hépatique, neurologique, et puis au niveau de l'œil, il y a le dépôt de cuivre sur la cornée et ce qu'on appelle l'anneau cornéen de Kayser-Fleischer. Et puis la dernière protéine de transport, la transcortine. C'est la transcortine. C'est une alpha-1 globuline. Rappelez-vous des différentes fractions qu'on a vues sur l'électrophorèse. C'est une alpha-1 globuline de poids moléculaire de 50 000 daltons, fixant le cortisol avec une grande affinité. C'est une molécule qui va transporter le cortisol. Transcortine. Cortisol, c'est une hormone qu'on va voir à la fin dans les cours d'hormonologie. Transcortine, transport du cortisol. Donc sa concentration normale est voisine de 70 mg par litre. Sa concentration est voisine de 70 mg par litre et il augmente classiquement au cours de la grossesse et les traitements androgéniques et estrogéniques. Des déficits congénitaux ont été décrits liés au chromosome X. Très bien, on a vu maintenant les protéines de transport. On avait les principales protéines de transport. On avait la préalbuline, on avait l'albumine,
la préalbumine, qu'on appelle aussi la transthérétine, qui va transporter les hormones thyroïdiennes. On a l'albumine qui va transporter les médicaments, les hormones, la bilirubine, tout ce que vous voulez. Et on a la transférine qui va transporter le fer, et la cérélioplasmine qui est en fait une oxydase. Et on a vu la maladie de Whitson. Et puis on a la transcortine qui va transporter le cortisol. Voilà, des déficits c'était décrit liés au chromosome X. Grosso modo, c'est ça les principales protéines de transport au niveau plasmatique. On passe maintenant aux protéines qu'on appelle les antiprotéases, aux protéines ayant des propriétés inhibitrices via les protéases qui se trouvent dans le plasma. Diverses protéases circulent dans le plasma de type trypsine, chymotrypsine, la plasmine, la thrombine, l'élastate, le collagénase. Voilà, ils vont tout dégrader. Donc, ce sont des protéines qui vont les inhiber. Donc, ces antiprotéases inhibitrices des protéases. On commence par l'alpha 1. Antitrypsine, c'est une glycoprotéine de petite taille, de demi-vie en général de 5 jours. Elle est un inhibiteur puissant des diverses enzymes protéolytiques pouvant être déversées dans le plasma par des tissus ou des cellules circulantes comme les polynucléaires. C'est un inhibiteur de ces enzymes qui sont protéolytiques qu'on appelle les protéases. Son augmentation au cours des états inflammatoires où de nombreuses enzymes, en particulier les œsomiales, sont relâchées. Voilà, on a au cours des syndromes inflammatoires, on a une augmentation des taux de protéases qui sont relâchés dans le plasma, et on comprend pourquoi l'alpha 1 antitrypsine va augmenter dans les états inflammatoires. Pour contrecarrer cette augmentation au cours de ces états inflammatoires où il y a de nombreuses enzymes, en particulier les œsomiales, sont relâchées. La valeur de référence de l'alpha 1 antitrypsine, c'est entre 2 et 4 grammes par litre. Les variations pathologiques. Les variations pathologiques, c'est une protéine de la phase aiguë de l'inflammation. Sa concentration augmente dans les états inflammatoires. Par contre, les diminutions sont plus intéressantes car elles sont génétiques ou acquises. Peut-être on va voir un cas clinique que je vais vous donner après. Elle est intéressante dans la pathologie pulmonaire et hépatique. Voilà, les pathologies pulmonaires, surtout au cours des bronchopneumopathies et d'emphysème, des déficits très importants en alpha 1 antitrypsine ont été observés. Surtout pour le déficit homozygote. La deuxième antiprotéase, c'est l'alpha 2 macroglobuline. C'est une protéine volumineuse. C'est une glycoprotéine qui est volumineuse d'un poids moléculaire de 750 000 daltons. Elle est formée par plusieurs sous-unités réunies par des ponts de sulfure. Rappelez-vous les ponts de sulfure, pont AS, pont soufre. Donc, ils se combinent aux divers enzymes protéolytiques circulantes, la plasmine, la collagénase, trypsine, chymotrypsine, elle va se combiner à eux. Il pourrait ainsi limiter les effets néfastes de la réaction inflammatoire en inhibant les enzymes lysosomiales relaguées, ces enzymes lysosomiales déversées. Donc les valeurs de l'alpha 2 macroglobuline, c'est entre 2 et 3,5 grammes par litre. Donc les variations pathologiques sont surtout en hyper, il y a une augmentation dans le cadre du syndrome néphrotique liée à une synthèse hépatique accrue et à une rétention du fait qu'il ne franchit pas
facilement la membrane glomérulaire puisqu'il a une grande taille. Il y a une augmentation dans les syndromes néphrotiques. Il y a une augmentation dans l'inflammation aiguë qui est moins nette toutefois que celle des autres protéines d'inflammation par excellence, à savoir la CRP, le rosumique et l'optolobine. Voilà, c'est ce qu'on a vu des antiprotéases, alpha-1 antitrypsine et alpha-2 macroglobulines et leur rôle comme des antiprotéases et qu'ils ont un effet qui est antiprotéolytique. Maintenant, on passe aux immunoglobulines. Les immunoglobulines, ils migrent dans la partie en général gamma globuline, puis un petit peu au niveau de la partie bêta globuline. Les immunoglobulines sont très hétérogènes, pouvant être classées en 5 classes objectivées avec une immunofixation ou une immunoélectrophorèse et définies par la structure de ligne de leur chaîne, la chaîne lourde et la chaîne légère. On distingue ainsi les EGG avec une chaîne lourde gamma, les EGA avec une chaîne lourde alpha, les EGM avec une chaîne lourde mu, les EGD avec une chaîne lourde delta et les EGE avec une chaîne lourde epsilon. Donc les trois premiers sont quantitativement les plus importants. Donc les quantités les plus importantes d'immunoglobulines, ce sont les EGG, les immunoglobulines du type G. Puis après, il y a les EGA, du point de vue quantité, puis les EGM. Puis en état de trace, on trouve les EGT et les EGE. Donc les immunoglobulines, comme on vient de le voir, donc pour chaque type, on a une chaîne lourde qui est spécifique, voilà, et qui est de type alpha, mu, delta, epsilon, gamma, et des chaînes légères qui se fixent par un pont des sulfures et qui sont de deux types. Les chaînes légères sont de deux types. Voilà, ici ils ont des séquences qui sont variables et qui dépendent de l'antigène. De ce côté, on trouve les sites de fixation de l'antigène à partir de la zone variable qui dépend de l'antigène. C'est les sites de fixation de l'antigène. Voilà, et c'est ça la structure des immunoglobulines qui est formée. Chaîne lourde, deux chaînes lourdes qui sont liées par des ponts de sulfure, deux chaînes légères. Et puis on a les structures générales les structures générales des immunoglobulines. Il y a les IgM qui sont pentamériques. Vous voyez, il y a 5 fractions qui sont liées. Elle est pentamérique. Puis il y a les EGA sécrétoires et qui sont dimériques. Les EGA sécrétoires qui sont dimériques. La plupart les autres immunoglobulines, ils sont monomériques. Voilà, et le taux normal des immunoglobulines varie, donc il varie selon l'âge. Donc les IgG, c'est de point de vue concentration, c'est la concentration la plus importante, c'est pour les IgG, les classes d'IgG, et après c'est la classe d'IgA, puis les IgM, les IgT et les IgE en état de trace. Donc les IgG, c'est les anticorps principaux de la réponse immunitaire secondaire qui est spécifique. Les IgA sécrétés se forment dimériques, ce qu'on vient de voir. Anticorps principal des sécrétions séromuqueuses, la salive, la muqueuse bronchique. Et puis les IgM,
c'est des pentamères, ce qu'on a vu avant, c'est des voilà, les IgM sont pentamériques. Restent dans le compartiment vasculaire, ce sont des anticorps principaux de la réponse immunitaire. On a les EGD à la surface des lymphocytes B, et on a les IgE à la surface des mastocytes et des vasophiles qui restent aussi monomériques. Enfin, les derniers glycoprotéines sont les microglobulines. On trouve en zone alpha 1, on parle d'alpha 1 microglobuline, et bêta 2, et on parle de bêta 2 microglobuline, de l'électrophorèse des protéines, plasmatiques de faible poids moléculaire. Dans la bêta 2 microglobuline et dans le sérum, le représentant le plus notable. Ce sont des glycoprotéines de 12 000 daltons. Il est produit par les cellules nucléées de l'organisme. Ils font partie du CMH, du complexe d'histocompatibilité majeure de la classe 1. Voilà, il est composé de protéines cellulaires, en particulier au niveau des lymphocytes, en tant que chaîne légère des antigènes HLA. Après relargage des membranes, pour des raisons inconnues, la protéine il est facilement filtrée au niveau des glomérules du fait de sa petite taille, et il est ensuite totalement réabsorbé dans le tube urinaire. Donc le taux plasmatique normal est de entre 1,2 à 2 mg par litre. Donc le taux urinaire normalement il est faible. Il augmente dans les tubulopathies. Et son dosage urinaire est aussi utile pour la surveillance des greffes rénales. C'est vraiment un très bon marqueur des tubulopathies. Le taux urinaire normalement faible, et quand il y a une augmentation, voilà, il faut le doser. Et son dosage est aussi utile pour la surveillance des greffes. Dans le plasma, l'élévation de son taux est observée dans l'insuffisance rénale et dans divers cancers. Voilà, des bêta-2 microglobulines. Donc, il augmente, la bêta-2 microglobuline, il augmente en dehors de toute atteinte rénale lors de l'activation lymphocytaire. Il s'accumule dans les tissus lors de l'amylose, observé chez les dialysés au long cours de l'insuffisance rénale. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui par rapport aux protéines plasmatiques. On va se voir, Inch'Allah, dans le